Alors, je remercie donc le SMART, le SMDA, ainsi que Coparec et Rubresus pour ces deux présentations très intéressantes. Et donc, nous allons maintenant procéder à une discussion. Alors, messieurs Diouaré et monsieur Sid donc, sont avec un micro dans la salle. Vous allez lever la main, vous levez si vous pouvez, et on va venir vous apporter un micro. Inutile de le tenir, ils le tiennent pour vous, pour des raisons sanitaires. J'ai une question ici, Jean-François. Voilà. Donc, on va venir vous apporter le micro. Monsieur Sid va le tenir. Première question. Alors, avant que je pose une question, je voudrais revenir sur la première réunion qu'on a eue à Narbonne. Et monsieur le maire de Trèbes, je suis désolée, je ne retiens pas les prénoms, a dit une chose qui m'a beaucoup perturbée. Il a dit « Vous avez de la chance à Moredon qu'on puisse vous faire un barrage ». Alors, j'ai été inondée en 99, j'habitais à la part, j'ai tout perdu. Et c'est une vague qui est rentrée dans ma maison. Ce n'est pas et c'était parce que les berges étaient sales. Ça a fait un afflux d'eau. Et quand le barrage a sauté, de toutes ces branches qu'il y a eu, la vague est rentrée chez nous. Donc, moi j'habite à Moredon depuis 99. J'ai jamais vécu. Quand on a eu l'inondation à la part, il n'y avait pas d'eau ici. Donc je ne comprends pas tout ça. Je n'arrive pas à concevoir tout ce que vous êtes en train de nous expliquer. Et donc, monsieur le maire de Trèbes, je suis désolée, j'en reviens à vous parce que vous m'avez énormément perturbé la dernière fois. Vous ne pouvez pas comparer votre rivière à ce que nous, on a à Moredon. On n'a rien. Il n'y a rien de même à que ça. Je comprends. Mais ici, on n'a pas ce que vous avez. Et donc, ma question sera toute simple. Est-ce que si jamais on vote non, quand il y aura le vote à Moredon, est-ce que vous allez arrêter le projet ou est-ce que vous allez le continuer? Vous m'entendez? Oui, bonsoir madame. Je suis désolé de vous avoir perturbé la dernière fois. Je vais essayer de clarifier mon propos. Lorsque j'ai expliqué la dernière fois, vous avez de la chance de pouvoir être protégé. Ce que je voulais vous dire, c'est que, lorsque les éléments se déchaînent, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Je vous donne entièrement raison, chaque territoire a une spécificité. Et comparer le Carcassonnais avec le Narbonnais et le Limouxin serait une hérésie absolue. Et si, dans mon propos dernier, vous avez perçu cette vérité, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que aujourd'hui, je ne suis pas venu vous vendre un produit. Voilà, encore une fois, contrairement à certaines personnes, moi je n'ai pas la compétence de la technicité. Je voudrais simplement partager avec vous un fait. Le dérèglement climatique engendre sur nos territoires des problématiques terribles. Et la vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui. Et systématiquement, lorsque j'entendais nos anciens nous dire « Oh mais moi, l'eau, là, elle n'arrive pas », je le sais, ce sont des bêtises. Aujourd'hui, tout change. Tout change, tout s'accélère et tout devient encore plus violent. Ce que simplement je voulais partager avec vous, messieurs, dames, c'est vous dire que je ne détiens aucune vérité. Je n'ai pas cette prétention. J'ai simplement la prétention de vous dire que je suis le maire d'une ville qui a extrêmement souffert, qui a compté 6 morts lors d'inondations terribles et qui, aujourd'hui, essaie de vous faire partager la nécessité d'avoir une prise de conscience pour protéger les habitations et protéger surtout des vies humaines. La typologie de votre territoire n'a rien à voir avec Trèbes. Rien. Je voudrais, pour terminer, juste dire un mot. Au lendemain des inondations, dans le Carcassonnais, nous avions dans les rues des ingénieurs dans chaque maison et des experts qui nous expliquaient ce qu'il fallait faire pour éviter que. Certains voulaient creuser le fleuve, d'autres voulaient faire des digues. Tout le monde avait une solution pour éviter qu'il y ait des problèmes. Aujourd'hui, avec le recul qui est le nôtre et les explications que les experts ont pu m'apporter, nous savons que ce qui a créé des dégâts à Trèbes, c'est la vitesse. Et qu'il fallait absolument, par
un élargissement du fleuve, éviter que le fleuve Aude prenne de la vitesse pour qu'il crée des dégâts. Mais la vérité de Trèbes, encore une fois, n'a peut-être rien à voir avec votre territoire. Moi, aujourd'hui, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que les explications qui vous ont été portées ne sont pas des explications pour vous embêter, pour faire quoi que ce soit. Moi, je vous dis simplement que nous avons une responsabilité. Cette responsabilité, c'est d'apporter des solutions. Et pour terminer, madame, est-ce que on va arrêter le projet si les citoyennes de Montredon, à titre personnel et en ma qualité de président du SPA, je ne suis pas porteur de l'arrêt ou de la poursuite du projet. C'est entre les mains du SMDA et des élus du SMDA. Voilà. Et encore une fois, madame, si je vous ai choqué la dernière fois, je vous prie de bien vouloir m'en excuser parce que ce n'était pas du tout mon propos, croyez-moi. Merci, Président. Une précision peut-être du Président du SMDA, M. Possiello. Oui, pour préciser encore ce qui vient d'être dit, effectivement, nous sommes là pour débattre, pour entendre les avis des uns des autres, pour être transparent avec la population, à la demande de la collectivité. Nous échangerons sur tous les sujets que vous souhaiterez aborder relatifs à cette problématique, mais effectivement, la décision sera prise par les élus du SMDA. Bien. Nous allons continuer dans un climat apaisé. Il y a une question ici. Madame Arditi, une question. Vous pouvez... Non. Oui. Alors, moi j'ai deux questions, ou plutôt deux suggestions qui me sont. L'argent total dans un papy, allez, ça dépend des papys, les tout premiers étaient à 60 millions, mais après maintenant on est plutôt à 40. Est-ce que c'est très raisonnable de mettre un projet qui maintenant augmente à chaque million, on est passé de 25 millions, maintenant on est à 30 millions, mettre un projet de 30 millions qui va éplucher, qui va utiliser pratiquement les 3/4 de l'argent du papy 3 pour un territoire qui fait 40 km², c'est-à-dire un des plus petits bassins versants? Je crois que non. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que vous ne m'enlèverez pas de l'idée. Alors là, je suis maintenant absolument certaine, j'avais des doutes. Il y a 6 juillet, maintenant je suis absolument certaine, cet énorme barrage, il va permettre de rendre non inondables pas mal de zones narbonnaises, aujourd'hui inondables de PPRI et qui ne sont donc pas urbanisables. Quand on aura fait les travaux, ils deviendront enfin urbanisables. Donc, une réponse du SMDA peut-être. J'ai une précision par rapport au devenir des territoires juste à l'aval des ouvrages de protection. Et je me suis bien placé pour en parler. Le CUCSAC, il y a des CUCSAC dans la salle, on ne construit pas derrière les ouvrages. Donc aujourd'hui, on ne construit pas et demain, on ne construira pas non plus derrière les ouvrages, puisqu'il est entendu, ça a été dit tout à l'heure, que le changement climatique amène des aléas de plus en plus forts et de plus en plus dangereux pour la population. Et pour répondre pour revenir sur votre premier élément, Madame Arditi, nous ne regardons pas l'aléa par rapport à la surface des territoires protégés, nous ne regardons par rapport sur ce projet en particulier aux 200 entreprises et aux 8500 personnes que ça pourrait protéger. Alors, s'il vous plaît, je vous ai déjà dit tout à l'heure, la base de cette soirée, c'est un débat calme et apaisé. Donc, je vous demande de ne pas montrer votre désapprobation avec ce genre de choses, s'il vous plaît. Au niveau du Coparec, il y a une réaction qui est demandée. Oui, à M. Possiello, c'est vrai qu'il y a une réglementation, une législation qui interdit de construire sur des zones inondables. Mais vous venez de dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en sera demain? Je l'ai dit aujourd'hui et demain. Bien, Sur cet aspect purement réglementaire, en fait, c'est une doctrine nationale. C'est pas local, au droit ou autre, c'est une doctrine nationale qui dit que partout en France, on ne peut pas construire ni rendre constructibles des zones derrière des ouvrages. Et j'explique très simplement, parce qu'il y a une explication à tout cela, c'est que quand bien même l'ouvrage protège contre un risque d'inondation, il demeure le risque de rupture
technologique de l'ouvrage, et donc il demeure un risque, donc on ne peut pas construire derrière un ouvrage. C'est une doctrine nationale qui n'a pas vocation à évoluer, compte tenu du fait que l'emprise des parcelles derrière l'ouvrage resterait soumise au risque de rupture de l'ouvrage. Merci. Juste sur le financier, puisque Madame Arditi évoquait le financier, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quel coût représenterait l'éventuelle inscription du règle VRE dans le papier 3, puisqu'on n'a pas encore complètement établi le papier 3. Donc, je ne saurais pas vous dire si ça représente un quart, un tiers, deux tiers, trois quarts, je ne sais pas. Parfait, je vous remercie. Madame Soula, vous avez une intervention. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit la dame tout à l'heure. Si la commune de Montredon s'oppose par référendum à la construction de ce barrage, est-ce que ça arrêtera tout? Alors, je dois tout simplement rappeler un sentiment fort désagréable que j'avais eu à la suite de la réunion de Narbonne au mois de juillet, où globalement j'avais l'impression que, bon, on allait consulter les gens, mais qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient décidées, voire qui étaient pliées. Et la déclaration de monsieur le maire de Cuxac, qui dit de toute façon c'est le SMAR qui décidera, ne me rassure pas et me laisse encore plus sur l'impression que j'avais. Voilà, simple constatation. Ceci dit, j'aurais une question à poser qui est d'ordre technique. On va agir dans une zone où est prévue la future gare TGV qui doit être située à Montredon, si j'ai bien compris, enfin, pas au niveau du barrage, mais pas très loin. C'est-à-dire dans la zone où se réunissent les différents réseaux, etc. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de réaliser de manière fort coûteuse des choses qui vont devenir obsolètes le jour où on va construire la gare TGV? Et à ce moment-là, on détruira tout et le contribuable paiera. Moi, je suis contribuable, les chiffres que j'entends me font un peu peur. Monsieur Triadou, le directeur du SMDA, va vous répondre et je vous apporterai une petite précision pour ma part tout à l'heure, après sa réponse. Alors, puisque la question a été posée deux fois, le maître d'ouvrage de l'opération, c'est le syndicat mixte du Delta de l'Aude. Aujourd'hui, c'est lui qui porte les études. Donc c'est forcément, c'est ce qu'a dit le président, c'est-à-dire que ce sont les élus qui siègent au SMDA. Donc vous avez 13 délégués du Grand Narbonne titulaires et 13 suppléants, 3 de la domicienne titulaires, 3 suppléants, et 2 sudéraux, et 2 titulaires, 2 suppléants. Ce sont ces élus-là qui sont des élus locaux qui prendront la décision de valider un parti d'aménagement. Voilà. Je ne peux pas être plus clair. Aujourd'hui, on est en phase étude. Il y a des étapes, on vous les a présentées dans le calendrier. À chaque étape, ça fera l'objet de présentations détaillées à ces élus qui auront des décisions à prendre. Stop, ou encore, si encore, il y aura d'autres études, etc., etc. Sur la thématique de la gare TGV, aujourd'hui, avec les éléments qu'on a sur le positionnement de la gare TGV, c'est pas du tout incompatible avec le projet qu'on vous a présenté. Donc il n'y aura pas de démolition d'éventuels éléments techniques qui seraient mis en œuvre par le SMDA. Et on n'est en plus pas du tout sur le même calendrier. Donc juste une petite précision par rapport à la ligne LGV. Vous savez que je suis vice-président du Grand Narbonne en charge des mobilités et des transports. Ça ne nous a pas échappé, même au fond. Et donc, effectivement, nous avons une déclaration d'utilité publique qui a été déposée le 27 juillet en mairie, et nous avons répondu dans les délais le 27 septembre pour dire que nous étions favorables bien sûr à ce tracé, mais que nous nous interrogions sur ce que vous dites, c'est-à-dire la coexistence de ce bassin écréteur à proximité de la gare. C'est la réponse que j'ai formulée auprès des instances de l'État par rapport à cette DUP, déclaration d'utilité publique. Il y a une question là, Jean-François. Bonjour, Jérémy, habitant de Montredon. J'avais une question parce que ce n'était pas très clair en fait, ce que vous avez dit tout à l'heure sur le terrain constructif. J'ai vu votre présentation et vous disiez que les terrains en Narbonne étaient inondables. Est-ce qu'aujourd'hui, les terrains narbonnais sont en zone inondable en fait? Alors, il y a la base pour répondre à votre question, c'est un document
qui est un document validé par le préfet, qui fixe la zone inondable du Rec de Véret et qui fixe au niveau de l'urbanisme un certain nombre de règles. Donc dans le PBRI en annexe, vous avez une cartographie détaillée des zones aujourd'hui considérées par l'État comme inondables avec des règlements qui s'appliquent en termes d'urbanisme. Donc soit vous avez une maison dans cette zone-là et par exemple sur des extensions, sur des agrandissements, sur des zones refuges, etc., il y a un certain nombre de préconisations, voire d'interdictions. Soit vous êtes propriétaire d'une parcelle, par exemple agricole, qui est en zone inondable, et si vous êtes en catégorie rouge, vous avez impossibilité de la rendre constructive. Ce qu'a dit tout à l'heure le directeur du SMAR est important, et c'est vraiment une doctrine nationale. Alors il n'y a pas quelqu'un du service de l'État dans la salle, mais le directeur de la DPTM me l'a redit il y a encore une semaine. Ce n'est pas parce qu'on construit un ouvrage, le plus beau soit-il, le plus grand soit-il, qu'à l'aval de l'ouvrage, on change l'affectation des terrains. Donc, c'est une doctrine qui s'applique depuis des années et des années. Monsieur le maire de Cuxac vous a dit que dans son village, c'était encore aujourd'hui le cas, alors que le village est mieux protégé qu'avant. Donc, le caractère d'un terrain ne changera pas du fait qu'on fasse le couloir endigué. Les rétentions, ça ne changera pas le statut du terrain. Merci. D'autres interventions, d'autres demandes J'ai beaucoup de questions, désolé. Vous avez dit que vous serez transparent. Est-ce que vous pourrez nous dire, jusqu'à ici, combien a coûté toute cette étude avec le bureau d'études? Et j'aimerais aussi savoir, M. Porchello, votre rémunération pour être à ce poste, s'il vous plaît. Je veux bien qu'on pose des questions qui ont rapport quand même avec le... Tu as raison, Jérémy, mais il faut qu'on soit focus quand même sur l'objectif. Bon, alors, est-ce que quelqu'un vous aurait dit? On est en toute transparence. La totalité des études à ce jour qui sont budgétisées dans le papier 2, c'est 700 000 euros. Pas dit de bêtises. Financé à 80%, financé à 80% avec un certain nombre de financeurs, l'Europe, l'État, la région, le département. Donc il reste 20% à la charge du SMDA. Merci beaucoup. Une demande de M. Campagnier, s'il vous plaît, le micro, et ensuite M. Belmas. Merci. M. Campagnier, on vous écoute. Oui, messieurs, dames, bonsoir. Campagnier Marodon, ancien propriétaire viticulteur depuis 50 ans. Je me présente, je fais comme les élus. Et je suis depuis 40 ans président de chasse, et c'est à ce sujet que je vais vous dire 4 mots. Qui a pu avoir cette idée? Dans le cadre du projet de barrage du Castellas, porté par la SMDA et fortement attissé par la mairie de Narbonne, la déviation de la D613 est prévue sur près de 2 km en pleine garrigue. Qui a bien pu avoir cette idée de dévier une route, de sacrifier et d'aseptiser des hectares de faune et de flore, de défigurer un site remarquable, un monument historique, la tour, pour éviter un événement climatique qui a 99% de chance de ne jamais se produire et 1% qui reste n'étant que probabilité. Le département de l'Aude pleure encore les centaines d'hectares de végétation brûlée cet été. Et nous, à Marodon, suite à une réflexion éclairée de bureaucrates, nous allons en détruire à jamais des dizaines supplémentaires. Les espaces naturellement redonnés seraient-ils moins sensibles et remarquables qu'ailleurs? Les pentalettes feraient-ils moins d'ombre? Les chênes verts produiraient-ils moins de glandés? Les argélates piqueraient-ils moins qu'ailleurs? Au-delà de ce projet uniquement basé sur des études apocalyptiques et étayées par d'improbables probabilités, c'est ce manque de respect rehaussé par la suffisance de certains élus narbonnais qui amène une multitude d'interrogations sur les raisons objectives de cette déraisonnable réalisation. La Cadre-Marodon, reconnue association de protection de la nature, au même titre que certaines autres
devenue subitement invisible et muette, s'opposera fermement à cette désastreuse entreprise et utilisera tous les moyens dont elle dispose. Je vous remercie. Alors, merci Président. Il n'y a pas de question, donc je passe la parole à M. Belmas qui a demandé à prendre la parole. Oui, bonsoir M. Belmas. Donc je me présente. Merci de se présenter. J'ai été à la commune pendant quelques temps et j'ai pu regarder un peu ce qui se passait. Alors ce que je viens d'entendre, moi, il y a des trucs qui me dépassent complètement. Déjà, je voudrais faire une remarque sur le basculement du barrage de Cateplat en 1994. Pourquoi le barrage a basculé? Est-ce que c'était l'eau ou le déversoir qui était bouché? Je crois que c'était ça. On nous l'a assez reproché à Montredon à ce moment-là, qu'on ne nettoyait pas les ruisseaux et que ça bouchait les trous. Alors là, il faudra peut-être aussi nettoyer les ruisseaux. Après, quand on parle de l'autre côté là-bas, de 40 km, moi je ne vois pas un bassin de 40 km, et notamment sur le barrage de Montredon. Parce que si on regarde bien, vous avez le bassin côté haussière, vous avez le bassin côté clotte, et vous avez le bassin côté de l'étable. Tout ça revient dans le Veilleret au niveau de Cateplat. Moi, je ne vois pas 40 km d'un coup, j'en vois 3 fois des bassins où on pourrait faire quelque chose sur ces 3 bassins et sans aller faire un ouvrage gigantesque qui me paraît un peu démesuré. Et on se demande à la limite si des associations comme vous, finalement, n'existent qu'en dépensant des millions et des millions d'euros. Voilà. Alors, merci pour ces questions. M. Belmas, c'est fini. Monsieur. Oui. On a dit que le bassin de Clotte n'avait pas été réaménagé. Enfin, il n'y avait pas de dispositif. Moi, à mon avis, sur ce que je vois maintenant, il y a des choses qui ont été faites en même temps que l'hôpital. Et qui devraient retenir déjà pas mal d'eau sur ce. Alors, Monsieur Triadou va vous répondre par rapport à la première partie, et Monsieur Boris, vous voulez dire quelque chose sur la deuxième? Vous voulez dire quelque chose sur la deuxième partie de la question? Alors, la première partie de la question, c'est pour Monsieur Triadou, vous écoute. Alors, beaucoup de questions, beaucoup de thématiques, j'essaie de ne pas m'oublier. Le dysfonctionnement du garage de Cateplat en 1994, il est dû à un dysfonctionnement de l'activation du clapet. Pourquoi le clapet a dysfonctionné? J'étais pas là à l'époque et c'est compliqué d'expliquer en période de crue ce qui s'est passé. Le fait est que depuis que le SMDA a pris la gestion, on effectue des manœuvres 2 fois par an, on simule une crue 2 fois par an pour abaisser le clapet, l'entretenir, le vérifier. Et dernièrement, il y a eu une visite technique approfondie. Voilà. Ensuite, sur la notion de superficie de bassin versant. Quand on a parlé de un peu plus de 40 km², c'est la totalité du bassin versant de Veilleret. Évidemment, si vous vous positionnez dans un secteur du bassin versant, notamment au droit de la plaine, le bassin amont est beaucoup plus petit. Je n'ai pas forcément les chiffres en tête, mais donc vous avez tout à fait raison. À la plaine, il n'y a pas 40 km² en amont. Le secteur de la zone d'activité le long du village qui va se jeter dans l'étang de Montredon, c'est un secteur aujourd'hui qui est déjà tamponné et limité en termes de débit en aval par le fonctionnement naturel de l'étang de Montredon. Ça a été analysé dans la partie d'aménagement, on n'est pas rentré dans le détail des 25 scénarios. Il n'y a pas d'aménagement prévu sur l'antenne d'étang de Montredon parce qu'il fonctionne très bien tout seul, donc on le maintient en état. Et par rapport à votre question sur Haussière, historiquement, effectivement, depuis les années 70, la commune de Narbonne, puisqu'on est sur territoire narbonnais, avait porté un certain nombre d'études techniques. Le fait est que ce barrage n'est jamais sorti et qu'avec la création de l'autoroute A61 qui fait sur la partie amont du bassin versant ouvrage fonctionne d'un certain ralentissement des flux, positionner un barrage à Haussière aujourd'hui
est assez inefficace d'un point de vue hydraulique. Donc nous, dans le cadre de l'étude, on a bien évidemment repris toutes les études historiques et on a remis tout à plat. Et le meilleur endroit pour avoir une efficacité hydraulique, c'est pas au Sierra. Après, sur les conditions de réalisation de Auxerre, ça serait très discutable, mais un bassin sur Auxerre aurait aussi de très gros impacts, aussi bien paysagers que sur la route départementale, pour des volumes beaucoup plus faibles. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'activité sur le secteur d'Auxerre qu'il n'y aurait pas d'impact non plus environnementaux ou sur le paysage. Voilà, donc je pense que j'ai rien oublié. Bien, alors sur la dernière partie de la question, elle s'adressait plutôt à M. Maurice de Brésus qui va répondre à M. Maurice. Oui, si j'ai bien noté la question, ça concernait le bassin des Clottes, c'est ça? Alors, effectivement, pour revenir à l'ensemble des bassins, je confirme les 40 km² de l'ensemble des bassins versants, et ce sont les données du SMDA, les sous-bassins versants. Alors, pour détailler, le bassin des Clottes fait 9 km². Le bassin du Maire fait également 9 km². Je vous dis ça de tête, ce qui fait 18 à 19 km² pour ces deux bassins versants qui ne concernent pas le règle de Veilleray au stade de Montredon. Le bassin du règle Veilleray de Montredon, Auxerre compris, c'est 17 km², d'après les chiffres des cartes qui sont présentées. Le bassin versant du ruisseau Lastinos, c'est 4 km². Et donc, quand on additionne ces 4 bassins versants principaux qui alimentent le règle Veilleray à l'entrée de Narbonne, on est à 40 km². Je pars sur les études qui ont été, ou les chiffres qui ont été communiqués. Alors, pour revenir aux Clottes, quelques aménagements de ralentissement du débit d'eau de ce bassin ont été réalisés pour l'aménagement de la ZAC santé, on va dire. Voilà. Ce sont des murets qui ralentissent le flux d'eau, mais qui ne la retiennent pas. Il n'y a pas d'ouvrage écréteur. Alors on peut s'inquiéter de dire qu'on vient d'aménager une zone ZAC santé en augmentant l'imperméabilité des terrains, puisqu'il y a des milliers de mètres carrés de bâtiments, de parkings qui ont été construits, qui vont accentuer la quantité d'eau sur ce bassin versant, dont je disais qu'il fait 9 km². Et ce bassin versant, il arrive dans Montredon en passant sous la route T6113 avec deux petites buses, pareil. Je ne les ai pas photographiées, mais ça mériterait, et c'est connu. C'est noté dans le PPRI, il y a les dimensions, tout ce qu'on veut. Et c'est ridicule d'aménager, de dépenser 30 millions d'euros autre part, sans se soucier que ce bassin versant, à chaque crue, coupe la route principale d'accès à l'Aude et à la ZAC santé. Alors là aussi, c'est un élément de réflexion à dire qu'il pourrait y avoir aussi quelques aménagements sérieux d'évacuation de ce bassin versant des Clottes pour éviter les problèmes à chaque crue et en parler des drames. C'est un drame potentiel. Le jour où il y aura une grosse crue à ce niveau-là, avec le trafic automobile qu'il y a augmenté par la ZAC santé, il y aura autant de risques que dans les autres secteurs dont on nous parle ici. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, M. Méronneau, une question à votre fond. Oui, bonjour. Michel Méronneau, donc capitaine de Montredon. J'ai assisté à votre réunion de juillet dernier. Donc on avait à cette occasion la présence des représentants de l'État, de la DDTM, qui a donc parlé effectivement de ce que les terrains qui étaient gelés dans le cadre des PPRI le restaient effectivement. J'ai cru comprendre quand même que sur Narbonne, il y avait donc une zone qui avait été établie en zone constructible, mais qui était soumise donc à des mesures restrictives qui éventuellement pourraient être levées par la construction de ce barrage. Donc est-ce que ça c'est un élément que vous allez pouvoir affirmer ou pas, ou infirmer? Par ailleurs, donc, moi j'ai un petit problème avec
nature donc, du projet retenu par rapport à ces projets qui étaient des projets antérieurs. Le projet d'Aussière, vous avez semblé dire, donc Aussière, effectivement, il y avait aussi de l'activité, que ça pouvait avoir un impact paysager pour Aussière. Aussière, c'est une campagne, il n'y a pas grand monde. Montredon, donc on est 1500 habitants. Est-ce qu'on sacrifierait Montredon au bénéfice d'Aussière qui serait, elle, préservée, sachant que faire un barrage au niveau des Gourgues ou le faire donc, au niveau du Castellas, en termes donc, de récupération de flux d'eau de pluie, ça représente quand même une distance très réduite et je ne pense pas donc qu'il y ait énormément d'eau en plus ou en moins en décalant donc, ce barrage de quelques centaines de mètres. Par ailleurs, est-ce qu'il est vrai aussi que dans le cadre donc, de la problématique eau, parce qu'on parle donc de l'excès d'eau dans le département, on a aussi donc, de gros problèmes de pénurie d'eau et on parle beaucoup donc, de projets de rétention, de bassins de rétention d'eau pour pouvoir donc, irriguer les cultures. Est-il vrai que Aussière aurait pu porter un projet donc, de barrage pour pouvoir lui disposer d'une retenue d'eau qui serait une retenue pérenne et donc qui pourrait impacter les capacités d'extension naturelle des eaux de pluie et qui pourrait justifier, on vient de faire donc, un barrage donc, surdimensionné au niveau du Castellas, pour pouvoir donc absorber cette retenue qui pourrait donc profiter à l'irrigation de Aussière, voire Fronde-Froide, parce que ce sont de jolis sites, certes, mais il ne faudrait pas quand même donc sacrifier systématiquement Montredon aux intérêts de quelques-uns. Voilà, merci. Je propose de répondre en plusieurs voies parce qu'il y a plein de thématiques. La première, je vais être obligé de reparler au nom de la DDTM. Je ne peux que vous réaffirmer qu'il n'y aura pas, sur la base des discussions avec la DDTM, de modification du caractère d'urbanisation de quelques parcelles que ce soit, y compris si elles ont moins d'eau une fois le programme fait. Donc, je ne peux pas vous dire plus clair que ça. Sur le positionnement de l'ancien barrage d'Aussière. Effectivement, il a été positionné beaucoup plus en amont que le projet actuel. Par contre, sur la différence de distance avec le bassin, le projet de bassin de la plaine, il y a de mémoire 5 recs intermédiaires qui chacun apportent quand même des volumes conséquents. Donc de mémoire une vingtaine de mètres cubes secondes pour une puissante nappe. Donc 20 mètres cubes secondes, c'est déjà aujourd'hui la moitié de la capacité au droit de Narbonne. Et le rec de l'Astinos, parce qu'on n'en parle pas beaucoup ce soir, mais c'est aussi un lieu, un jeu pour la retenue qu'on veut faire, puisque ce seul bassin versant-là peut à lui seul entraîner des débordements dans la partie terminale de la zone urbaine. Donc voilà pour la première partie des questions. Sur la partie ressources en eau, Jean-Marie. Oui, alors effectivement, à la question du double usage, est-ce que bassin écrêteur peut être également un bassin pour l'irrigation? On nous la pose tout le temps cette question. Et effectivement, à ce jour, on n'a pas de solution qui permette de combiner les deux ouvrages. Et je vous explique pourquoi, c'est très facile à comprendre. Un ouvrage de 1 million de mètres cubes, comme il est projeté là, il se vidangerait en 3-4 jours, une semaine. Donc il y a un délai qui est relativement long pour vidanger un ouvrage de ce type. Et ce délai-là, il n'est pas du tout compatible avec le délai d'anticipation météo et de prévision météo. Quand on nous prévoit des orages stationnaires, en fait, la fiabilité de la prévision météo, elle est à 24 heures. 48 heures grand maximum, mais encore, on ne sait pas où ça va nous tomber, si c'est stationnaire, mobile ou autre. Donc vous voyez qu'on ne peut pas combiner un ouvrage qui serait plein et donc qui ne jouerait pas le rôle d'écrêteur avec l'usage d'irrigation comme on pourrait le penser en première intention. Merci, monsieur.
Monsieur, pardon? J'évoquais la possibilité de 2 ouvrages, c'est-à-dire on maintient notre barrage surdimensionné pour pouvoir donc permettre la création d'une retenue d'eau au niveau d'Ossière. Alors par rapport à ça, plusieurs éléments de réponse. Déjà, vraiment sur le site d'Ossière et le domaine qu'on a en nord de l'autoroute, un projet existe, qui est un projet de retenue de 50 000 m3 porté directement par le domaine d'Ossière pour faire effectivement de la rétention et derrière de l'irrigation du domaine. Ça, c'est un ouvrage qui est porté directement par le domaine viticole et qui se réalisera. Concernant la possibilité de double ouvrage, donc si je comprends votre réflexion, ça veut dire un ouvrage sur le site que l'on a présenté nous et un ouvrage sur le site qui était présenté juste en aval de l'autoroute. Oui, c'est envisageable si vous le souhaitez. Après, il restera toujours la problématique d'aménagement. Qui va porter cet aménagement-là? Qui va le financer? Et qu'est-ce qu'on va faire de tous les impacts cumulatifs qu'on aura sur ce secteur-là? Surdimensionné chez nous. Vous déformez l'explication qui vous est donnée. Il y a 2 porteurs de projet. Vous avez un porteur de projet privé qui est le domaine d'Ossière, qui porte son projet pour un objectif agricole. Il décide de stocker un volume pour le réutiliser quand bon lui semble pour ses cultures. Ça, c'est une chose. Et nous, on porte une réflexion sur la protection contre les inondations. Donc, 50 000 m3 qui seraient stockés très en amont sur le bassin versant, ça n'a aucun impact. C'est une paille par rapport au volume qu'on chercherait à retenir. Il y a une question de... On a répondu, M. Grandon, c'est bon? Une question de M. Godefroy. Bonjour. Je vous entends parler de millions d'euros à investir dans un REC que je ne connais pas. Je suis déjà passé le temps, mais j'ai jamais vu d'inondation ou de quoi que ce soit. Il passe à l'extérieur de Moredon, mais il ne touche pas le village. Par contre, moi je suis riverain du REC de Claude, celui qui dessert l'hôpital. Alors d'abord, je voudrais savoir si votre crue centenaire, on peut l'avoir aussi sur l'hôpital, sur la polyclinique. Au vu de l'installation qui a été faite autour, au vu de la polyclinique qui a été mise en hauteur, je pense que oui. Ce REC passe dans la commune de Moredon. Lui, il dessert vraiment la commune de Moredon. Celui-ci, par contre, il n'est pas du tout entretenu, il n'est pas du tout gabarisé par rapport à ce qu'on pourrait prendre en eau. Il peut vraiment atteindre beaucoup de maisons de Moredon. Et c'est vrai que là, on pourrait mettre quelques millions pour sécuriser la commune de Moredon. Alors sur les millions d'euros, je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation un petit peu historique, la dernière crue vraiment significative sur le bassin versant d'Éric de Grès, c'était 65. En 65, la zone d'activité économique de Montredon n'existait pas. Il y a eu sans doute très peu de dégâts sur le village de Montredon. Et c'est vrai qu'on fait souvent, nous, un raccourci, quand on parle de Montredon, on parle du territoire communal. Donc, il y a des enjeux, au travers de ce projet qui vous est présenté, sur la protection notamment des enjeux économiques de la zone d'activité de Montredon ou du Grand-Narbonne, on l'appelle comme on veut, mais on est bien sur le territoire communal. L'étude hydraulique dont vous avez les résultats aujourd'hui, elle porte sur l'ensemble du bassin versant, y compris la zone d'activité qui vient avec le bassin versant d'Anguillan. Toutes ces zones-là ont été étudiées. Il est clair que si demain on prend un phénomène sévenol que à cet endroit-là, il y aura des conséquences, c'est évident. À la fois sur la route, sur des ruissellements, voire sur des dégâts, même sur les ouvrages qui ont été construits à proximité du site de santé. Donc c'est évident que le projet d'aménagement il est porté globalement après une étude hydraulique globale, mais il tient compte notamment du fonctionnement naturel de l'ancien étang. On ne va pas venir rajouter un ouvrage, et puis très honnêtement, je ne vois pas où on pourrait le positionner parce qu'on est très en amont du bassin versant. Sur un évian, le bassin versant est tout petit. Sur la zone de l'activité économique du pôle santé, il n'y a pas d'endroit où on pourrait le positionner. Aujourd'hui, il y a des activités. Donc il n'y a pas de possibilité d'implanter un nouvel ouvrage. Mais calibrer sur le REC, oui. Recalibrer sur le REC, oui. Au dernier orage qui n'est pas catastrophique, ça a coulé 17 heures. Moi, je suis riverain, et 17 heures. Le REC a été, côté entrée de Moredon, a été diminué de moitié. Donc il fait aujourd'hui 1,50 m. 1,50 m de large pour récupérer
la polyclinique plutôt que la polyclinique, avec des orages, voilà, quelconques. En fait, tout reste envisageable. Il faut juste savoir, c'est un peu aussi la problématique de ne faire que de l'élargissement du curage et que de l'endiguement. C'est qu'on va accélérer les vitesses. Tout à l'heure, ça a été dit. On accélère les vitesses vers l'aval. Et en aval, même s'il y a moins d'enjeux, il y en a quand même. Il y a des domaines isolés dans la zone en aval de l'autoroute, etc., etc. Donc, il y a sans doute des petits aménagements complémentaires à faire en lien beaucoup avec la voirie. S'il y a des ouvrages qui ont été posés et qui sont sous-dimensionnés, c'est clair qu'on prend une pluie centenale, ça va passer par-dessus, ça va créer des problèmes de sécurité. Donc il y a sans doute des aménagements complémentaires. Est-ce que vous pouvez switcher et remettre votre plan où on voit les zones impactées par la crue, s'il vous plaît, pour qu'on puisse voir un petit peu. Je vois une fois, il habite dans le quartier des Cigales, à l'entrée du village. Et donc c'est important de pouvoir un petit peu localiser par rapport au village. Il y a un petit délai pour que ça s'affiche. Voilà. Vous avez une version un peu plus centrée sur mon je crois, non? C'est celle-là? On ne peut pas s'ouvrir. C'est juste une image. Donc là, vous avez une carte générale où d'ailleurs on voit très très bien l'ancien état de Montredon. Et l'impact, partout vous avez du bleu, vous avez de l'eau. Alors avec des hauteurs différentes, quand on est bleu clair, ça ne marche pas avec ça. Quand on est sur le bleu clair, on est inférieur à 50 cm. Voilà. Donc vous avez l'ancien état de Montredon qui est ici. Vous voyez que naturellement, comme l'écoulement en aval est calibré à l'heure actuelle, il va stocker naturellement dans la dépression un gros volume d'eau. C'est plus de 3 millions de mètres cubes. Donc, entre guillemets, on utilise ce qui existe, on ne crée pas de nouvelles choses. Par contre, la zone d'activité de Montredon est en zone inondable. Vous voyez qu'il y a du bleu. Et certaines zones en amont sont aussi, aujourd'hui en état actuel, inondables. C'est la réalité. Et vous avez ici, sur cette carte aussi, les débits décennales et centennales à des points particuliers. Donc vous voyez qu'ici, on peut être à 139 mètres cubes secondes en centennale. Donc bien au-delà des capacités d'écoulement ici, ne parler que de la traversée de Narbonne, qui est aujourd'hui de 40 mètres cubes secondes. Donc rien qu'avec une crue sur la partie amont du bassin versant, vous inondez tous les enjeux de Montredon et de Narbonne. Il y a une intervention de Comparec, Mme Chassagne. Micro. Merci. Alors pour en revenir au REP du Mail et des flottes, l'autorité publique traîne beaucoup plus tôt que le Véry. Il se jette dans le Véry à l'entrée de Narbonne, à la hauteur de Cap de Pla. Donc j'ai deux questions. La première, le barrage à l'amont, son efficacité. Je me demande à quoi il va servir si les autres ruisseaux se jettent après le barrage. Ensuite, puisque la carrière de Cap de Pla va cesser son activité, pourquoi ne pas optimiser, mais alors complètement, ce territoire? Et pour quelle raison vous ne l'avez pas fait? Alors, merci pour ces deux questions. Alors, vous avez complètement raison sur le ruisseau des Clottes. Les aménagements qui seront faits sur le REC, aussi bien éventuellement sur Haussière que sur la plaine, le seul objectif, c'est du stockage de volume pour calibrer le débit de sortie. Donc, pour ce secteur-là, ça n'aura pas d'impact. Le seul impact, c'est qu'on ne rajoutera pas de l'eau à l'eau. Ça, c'est le seul gain positif. Effectivement, ce ruisseau-là se jette sous la voie ferrée dans le secteur de Cap de Pla. Je n'ai pas eu l'occasion de répondre tout à l'heure sur le volet technique. Aujourd'hui, le bassin de Cap de Pla, il concerne l'ensemble en situation actuelle, l'ensemble jusqu'à la carrière. C'est-à-dire de la côte NGF de la plus haute zone du barrage va quasiment à 80% de la retenue actuelle. Donc quand on parle d'optimisation de Cap de Pla, ça c'est le constat actuel, c'est juste gagner encore quelques petits volumes, mais compte tenu de la topographie, on ne va pas multiplier par 2 les capacités Cap de Pla, on optimise. Le prix où ça représente, ça fait quand même plus cher. Et pour la poche du contribuable, et pour notre environnement. L'aménagement de Cap de Pla n'est pas exorbitant par rapport à l'ensemble du programme. On a une question de Régine, s'il te plaît, Jean-François. Merci. Merci.
Moi, je voudrais savoir, vous nous avez expliqué donc, le projet, je voudrais savoir si par rapport à ce qui a été dit ce soir et par rapport à ce qui a été dit par Rue Brésus ou Parec, le projet est figé dans le marbre suite aux études que vous avez faites et également, quel est le phasage des travaux? C'est-à-dire, est-ce que vous allez commencer par le chemin de Narbonne jusqu'à Page, ou est-ce que vous allez commencer par le barrage à Montredon? Voilà, quels sont les phasages de travaux? Là, il y a le calendrier, mais voilà, quelles sont les orientations que vous avez? Alors, par rapport au volet technique, aujourd'hui, les élus du SNDA, ils ont acté un objectif de niveau de protection, donc la protection centenale. Ils nous ont demandé de travailler et de chercher des solutions. On a trouvé des solutions. Aujourd'hui, on est uniquement en phase d'étude. C'est-à-dire que les élus n'ont pas décidé déjà de passer au-delà de l'avant-projet, de partir sur le pro. Ils n'ont pas encore décidé d'aller chercher de l'argent pour faire des travaux. Donc on est au tout début de ce calendrier dont je vous parlais tout à l'heure. Sur le phasage des travaux, ce type d'études, ça prend énormément de temps. Et aujourd'hui, aussi par rapport à l'impact financier, je ne suis pas en capacité de vous dire si on va tout faire d'un coup ou si on va phaser en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà. Ce qui est clair, c'est que techniquement, si les élus le décident, et aussi financièrement, parce que ça représente un gros investissement dans notre trésorerie, c'est 20% restant, on a sans doute la capacité technique et financière de le faire. Mais ça aura des conséquences sur le fonctionnement de la structure. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de décision prise. On est toujours en phase d'étude et le calendrier qui vous est proposé est vraiment théorique. Voilà. Monsieur Trigadou, je crois que ce qu'il y a derrière la question, c'est n'y a-t-il pas un risque que l'ouvrage de Montredon, s'il est construit en premier, ne soit pas suivi d'effet par la suite avec les autres aménagements? Je crois que c'est ça la question. C'est pas juste savoir dans quel sens on commence, c'est surtout est-ce qu'il n'y a pas un risque que une fois le premier bassin écrêteur réalisé sur la plaine à Montredon, on ne va pas s'arrêter en cours de route et on ne va pas continuer le reste de la protection. D'accord, je n'avais pas compris ça, excusez-moi. Le projet d'aménagement est un projet d'aménagement global. Ne faire que Montredon, ça serait utile, mais ça ne répondrait pas au problème, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, le seul ruisseau de la Stinos implique des débordements dans la zone urbaine de Narbonne. Donc, il y a vraiment 4 aménagements complémentaires. Et on ne peut pas en sortir un. Parce que si on en sort un, admettons, on fait la retenue de la plaine, on fait la retenue de Bagatelle et on optimise le cap de plat. Aujourd'hui, la digue du Rec de Véret dans la traversée de Narbonne, elle n'est pas en capacité de résister au débit qui arriverait quand même. Donc on aurait toujours une grosse zone de danger. Donc la 4e étape, elle est indispensable pour la cohérence complète du projet. Merci. Il y a une intervention de M. Joël qui ne touche pas le micro. Juste, voilà, merci. Moi, je suis assez fatigué. Maintenant, je viens juste finir de m'engager. Je représente les viticulteurs et les agriculteurs qui sont à l'arrière du barrage. Je ne sais pas s'il y a le docteur Alain Casser ici. Un jour, André Casseras, que tout le monde a connu en Montredon, enfin, les vieux Montredonais, est allé lui dire: tu es venu construire au port du Rec de Véret. Il a dit: un jour, tu verras une vague de 3 mètres traverser ton salon. Bon, excusez-moi, madame Nicolas Marouenda, vous avez vous aussi construit ce truc, plutôt que d'élargir le Rec de Véret, vous avez préféré construire votre piscine, votre petit terrain de 7000 m², une vigne qui appartenait à De Gaulle. Vous avez construit dans les amanderies de Hubert Hazard, vous avez construit à bord de Véret, dans des zones très dangereuses. Alain Castera vous a averti. Peut-être un jour. Après, vous êtes tous de Montredon, vous passez tous à la Croix Blanche. Regardez les 5 maisons, les 5 premières maisons, les blocs de béton, des belles boules comme ça. Un jour, vous les verrez traverser les maisons que vous avez construites autrement. Puisqu'on parle de problèmes de sécurité. Un jour, ça va vous arriver. Après, monsieur le représentant de Brésus, vous avez dit: à Cap-de-Pare, il ne s'est fait pas dans 40 ans. Si, c'est faux. Moi, je l'ai vécu. Quand je passais au lycée, il y avait des vignes, il y avait des terrasses,
Il y a encore une petite oliverie là, toute poussiéreuse. Pendant 40 ans, les tractopelles, les bulldozers, ils ont creusé. Et encore, moi je taille au pêche crémate, ils sont en train d'y arriver. J'ai appris à tailler à 14 ans au pêche crémate avec le collègue qui est à côté de moi. C'était une vigne qui appartenait, il y avait 5 hectares de vigne qui appartenaient, ça a tout été ratiboisé et c'est prêt à être rongé. Après, vous dites on pourrait optimiser cap plat. On optimise le cap plat, on supprime le viaduc de 27 mètres de haut, 25, sur laquelle va venir se poser la gare TGV et on déstabilise tout le terrain. On ne peut plus aller plus loin parce qu'après on va taper sur les futurs aménagements de la gare de cap plat. Ensuite, j'ai été surpris, oui, par ce barrage, je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai, on l'a vécu. La ville de Narbonne a mis un barrage au ras, comme j'ai dit, du Végrec. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout détruit. Elle a creusé, elle a fait une carrière. Une belle image de marque pour la ville. Elle a artificialisé, comme on dit. Elle les a stérilisés à jamais. Et même ils sont en train de creuser jusqu'à la nappe, en fait. Moi, je représente les propriétaires, les paysagers, les vignes que vous avez au pied du château. Elles sont à mes collègues, elles sont comme moi. Et les chasseurs, ils se s'inquiètent, oui. Alors je vais poser une question à Jean-Jacques Campagnier. Des vignes dans les plots. Jean-Jacques Campagnier, toi le chasseur, président de la CAR, qui veut t'accaparer, qui veut te faire tirer au territoire qu'on te laisse chasser. Tes vignes dans les plots, combien d'hectares sont passés dans les bassins de rétention à la septisation? Les vignes dans les plaines, où se construit la zone industrielle. Les vignes que vous avez vendues pour les emplacements de la gare TGV. Les vignes que vous avez vendues tous pour au pied mon jeu, les plaines. Tout le monde a vendu. Est-ce qu'il y a eu une opposition? Vous avez tous vendu à l'écran. Et puis tout le monde. Non, je ne donne pas de leçon de morale. Je représente les propriétaires à un moment donné, ceux qui travaillent dans le secteur. Après nous, on a été surpris quand on nous présente ça. Et le plan, vous avez créé à l'intérêt public, Nicole. Pourquoi c'est intérêt financier? Pourquoi? Mais bien sûr, et comme tout le monde, sinon, mais bien sûr, c'est comme ça. Et ceux qui n'ont pas battu les terrains. Mes chers amis, je vous rappelle le postulat de départ, c'est un débat apaisé et calme, et nous souhaitons stigmatiser personne. Joël, est-ce qu'il y a une question à l'issue de ton intervention ou pas? Non, j'ai été surpris par. Moi, j'ai obtenu des plaques avec les noms des propriétaires qui étaient impactés parce que le 17 mai 2021, il y a eu 2 délégués du SMETA, alors indemnisés par la mairie pour prendre compte des travaux. On a obtenu le plan avec les propriétaires. Alors, il y avait des propriétaires qui étaient contre. Et puis, quand ils ont vu qu'ils étaient impactés, ils ont dit contre fait. Mais bien sûr. Mais où ils sont pas les 5 ou 6 derniers viticulteurs qui restent à Bordeaux, c'est qu'ils ont vendu. Voilà. Non, mais c'est pour ça, on est en bataille avec les viticulteurs, avec les chasseurs. Bon, voilà. Bien. On a à peu près compris le sens. Je crois qu'il y a une réponse du président. Non, de chasse, non, pas de réponse. Bon, pas de réponse. Alors, qui a une autre question? Jérémy, une question? Oui, je voulais dire que, on voit que ça s'échauffe un petit peu, mais ce qui nous touche aussi au village, c'est qu'on parle beaucoup de Narbonne, c'est pas que sur Narbonne, et puis nous, les Bordelais qui habitons depuis très longtemps, au moins longtemps, on a vraiment l'impression qu'on sacrifie notre territoire et nos paysages pour protéger d'autres, en fait, qui eux ont pris des risques ancestralement, alors il ne fallait pas. Voilà, je voulais juste le dire. Madame Avilès, vous avez le parole. Alors, moi, je voulais parler de ce qui se passe à la sortie de la zone de Mordon, en direction de Bizanet, et au pied du château de Castellas. Il existe une cinquantaine de petites constructions en pierre appelées Montjoie. C'est la partie visible de l'aqueduc déjà exploité au temps de Marco Marcius. Ces Montjoie étaient des regards sur une rigole qui amenait l'eau à Narbonne et qui permettait, avec un bon nettoyage, un bon entretien, de continuer à fonctionner. De plus, ce site éveille toujours la curiosité des touristes parce qu'il est vraiment magnifique. Alors ma question, je voudrais savoir que deviendront ces Montjoie si le barrage se construit? Alors, question très précise. Alors, voilà, le micro est branché. Alors, pour répondre à la... Oui, on sait, madame.
Si, on sait, je vous assure. Donc, pour répondre sur le réseau de Montjoie, aujourd'hui, sur le cas spécifique du projet de barrage de la Plaine à Morandon, il y aurait 3 Montjois impactés par l'implantation de l'ouvrage en lui-même. Aujourd'hui, c'est la réalité, on a en toute transparence. Aujourd'hui, on a des propositions qu'il faut creuser sur le déplacement et la valorisation de ces 3-là. Les autres en amont et en aval, parce que ça va jusqu'à Narbonne, ne sont pas du tout impactés par le projet de barrage. Ça, c'est la question sur les Montjoie. Sur le fonctionnement global des réseaux, d'une manière générale, les réseaux historiques et les réseaux actuels, on a une obligation en tant que maître d'ouvrage de maintenir le fonctionnement de ces réseaux. Les réseaux d'eau potable, les réseaux électriques, les réseaux historiques. Donc tout ça est partie intégrante du projet. Mais sur l'emplacement lui-même de l'ouvrage, oui, s'il y a des Montjoie, il y en a 3 qui sont concernés, il y aura un choix à faire par les élus de est-ce qu'on les déplace, est-ce qu'on les met ailleurs, est-ce qu'on les met à proximité de la route départementale pour les valoriser avec des panneaux, etc. Tout ça, ce sera des discussions à avoir. Alors, par rapport à cette question des Montjoie, pour faire plaisir à Robin, Montjoie, c'est ça, ou Montjoie pour le français. Le Coparec a une intervention à faire. Est-ce qu'on peut switcher sur l'ordinateur, s'il vous plaît? Merci. Allez, on vous écoute, M. Soula. Bon, je n'interviendrai pas directement sur les Montjoie, mais j'ai repéré, moi, en passant dans le REC, qu'il y a largement plus de 3 Montjoie à reconstruire. Alors, je pensais aux reconstructions d'Abou-Simbel. Peut-être avec le barrage du Nil, ferions-nous des choses à peu près équivalentes. Mais j'ai une autre question qui touche aussi la santé et l'ARS. Le barrage, tel qu'il doit être fait, le barrage dit de la Plaine, est situé ici, dans cette zone, là. Je ne sais pas si vous voyez la flèche, oui. Or, l'impact de ce barrage serait sur l'aire d'alimentation du champ captant. Et M. Bory nous a montré tout à l'heure des gros engins qui allaient creuser la terre, qui allaient creuser les rochers. Et nous sommes ici typiquement dans une zone karstique. D'ailleurs, je dirais de mauvais calcaire, avec des poches d'argile. Cette zone karstique n'est qu'à quelques mètres, je dis bien quelques mètres, de l'aquifère qui alimente le champ captant de la Croix Blanche. Autrement dit, toute action dans cette zone risque fort d'altérer la qualité de l'eau que nous buvons en Morandon. Alors, c'est aussi un lien avec ce que disait M. Avilès, mais hors micro. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, si le bassin se remplit, que notre forage, notre source, soit contaminée? Plusieurs éléments de réponse par rapport à ces questions, parce qu'il y a plusieurs thématiques à évoquer. On va parler de la première, effectivement, sur le volet champ captant et ressources en eau. Effectivement, le secteur qui a été identifié pour l'implantation du barrage à la Plaine fait partie de ce champ captant. Malgré tout, ce n'est pas le seul aménagement qui existe sur ce secteur-là. Le champ captant est relativement grand, puisqu'il est emmené jusqu'à la carrière de Cap de Plat. Donc c'est quelque chose qui est totalement intégré au projet. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de transfert d'eau entre la potentielle retenue et justement l'aquifère par des potentialités karstiques, puisque c'est quelque chose qui est étudié dans le cadre du projet. Et effectivement, oui, comme ça a été montré par l'association Rodrejus, pour faire ce type d'ouvrage, il faut faire un décapage du terrain pour voir quel est le sous-sol. C'est aussi pour ça qu'on fait des sondages géotechniques, des grosses campagnes relativement complexes pour connaître le sous-sol, pour identifier ce qu'on a comme matériau. Si c'est du karst, c'est-à-dire pouvoir localement isoler ce karst, faire en sorte qu'il n'y ait pas de transfert entre la partie superficielle et la partie souterraine, et du coup ne pas avoir d'impact sur la ressource. Donc l'implantation d'un ouvrage effecteur tel que celui qui vous a été montré, tant sur le secteur de Morandon que sur celui de Narbonne, n'aura aucun impact sur la qualité de l'eau du secteur, quoi qu'il arrive. Bon, et ni sur le captage. Ni sur le captage. Moi, je voulais continuer sur ce thème, en fait. On vous écoute. Mais bon, on a quand même beaucoup de soucis avec ce captage et de qualité d'eau. Hein. C'est réglé depuis quand même pas bien longtemps. Et alors, il y a le problème
y a le problème aussi de la réalisation d'une route qui va être elle aussi au-dessus du champ captant et qui risque de modifier elle aussi, parce que c'est quand même assez pharaonique le coup de la route aussi, qui elle aussi risque d'avoir une incidence sur l'aquifère. Alors, si je peux répondre à la question. Alors effectivement, vous avez parlé effectivement des problèmes de pollution. C'est un forage qui est très connu, le forage de Croix-Blanche-Mayol, qui a été traité par le Grand Narbonne par rapport à ces problématiques de pesticides. Un système a été mis en place et c'est traité. Je peux très bien vous l'expliquer puisque je suis parallèlement animateur des schémas d'aménagement et de gestion des eaux sur l'ensemble de la basse plaine de l'Aude et je suis ces travaux-là. Je pense que les aménagements qui ont été réalisés répondent tout à fait à la problématique. Concernant le volet effectivement routier et déplacement de la route, que ce soit la route actuelle ou le projet de dévoiement qui a été présenté dans le cadre de ce projet-là, il existe pour l'ensemble des routes que vous avez à l'échelle départementale des systèmes d'assainissement spécifiques, tant sur la route que sur l'autoroute d'ailleurs, puisque sur le projet d'extension également de l'autoroute A61. Donc on a un réseau complet d'assainissement qui va faire en sorte de récolter l'ensemble des eaux, que ce soit des problématiques liées aux pluviales ou des problématiques accidentelles avec des matières dangereuses qui peuvent transiter sur ces réseaux-là. Donc un système avec des bassins tampons qui seront réalisés en amont et en aval de la route, un ensemble de réseaux de récollement des eaux qui fera un système fermé et qui permettra de ne pas avoir de pollution. Et c'est ce qui existe déjà sur la très grande majorité des routes que vous avez à l'échelle départementale et locale. Une question. Donc, un approvisionnement de l'aquifère qui va être motivé de la circulation. Alors, par rapport aux règles d'urbanisme, aujourd'hui, il existe le principe de zéro artificialisation nette. C'est pour ça que ça vous a été présenté de manière très schématique dans les visuels. Mais aujourd'hui, si on crée une artificialisation dans une zone, on est obligé de le désartificialiser ailleurs. Le but est de pouvoir remettre en état l'ancienne route pour la rendre beaucoup plus perméable et donc compenser cette imperméabilisation-là. Une question, M. Delmas, à nouveau. Sur le forage de la Croix-Blanche, on risque d'aller loin, parce que si vous prenez le projet initial, quand on a fait le forage, les hydrogéologues ont préconisé un tas d'aménagements. Et au niveau de la Croix-Blanche, il y avait 2 bassins. Au cas où un camion, par exemple d'hydrocarbures, viendrait se renverser, il y avait un bassin de chaque côté de prévu. Je pense que l'aménagement qui a été fait, il est fait à minimum. Et on a reporté le problème à mieux au niveau des 2 giratoires. Si jamais il y a un camion qui se renverse là-dedans, la marque elle va entrer dans un sacré. On n'a rien fait autour pour la protéger. Pas de réponse. Moi, je voudrais poser une question, si vous le permettez. Parmi Alain Viala est présent ici, c'est le maire de Bizanet, de Rocher, merci aussi d'être présent, le maire de Grossan. Qu'est-ce qui est prévu en termes de concertation concernant nos amis de Bizanet? Parce que même si cet équipement est sur la commune de Bourdon, Alain Viala, qui jusqu'à présent a été très peu informé en tant que maire de Bizanet, il a pratiquement, il va le dire après moi, il a été très peu informé. Moi je me pose la question, c'est l'accès principal, c'est l'accès quasi unique de sa commune vers Narbonne. Donc est-ce qu'il va y avoir une concertation qui va être menée pour sa commune et est-ce que sa population va être informée? Allez. À ce jour, je n'ai reçu aucune information sur ma commune. D'ailleurs, dans le port de Bizet, on parle des carrières, comme si bien n'existait pas. C'est encore plus vexant. Secondement, il y a un problème, vous parlez d'un problème de l'eau, de circulation de l'eau, mais il y a aussi beaucoup de circulation automobile. Il faut le gérer en priorité parce que là, ça devient ingérable. Il y a des bouchements le matin, le midi, le soir, c'est impressionnant. Et puis aussi la faune. Je pense que cet aménagement va perturber la faune. C'est impressionnant. Voilà mes réflexions qui me viennent comme ça, en sachant que j'ai découvert le site à Saint-Bernard. Sinon, moi, la commune, je l'ai reçu du tout. Et c'est désolant parce que ça impacte quand même la circulation de toutes les corrières. Il n'y a pas que Bizanet, il y a Saint-André, il y a toutes les corrières en fait. Est-ce que ce problème-là est pris en charge? Je me pose une question. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Nos amis de Bizanet ne sont absolument pas
ni informés, ni encore moins concertés à l'état actuel sur ce projet qui les impacte tout autant que nous. Et donc je pense qu'il faut que cette concertation, Alain a bien voulu, et Saint-André-de-Roquelon, et l'accès au Corbière derrière aussi, bien sûr. Mais déjà, Bizanet, je pense qu'il faut absolument qu'une réunion publique ait lieu là-bas aussi, parce qu'il a bien voulu accepter mon invitation ce soir. Il n'est pas membre du CNR, il ne fait pas partie, mais il est quand même totalement impacté par les travaux et par la route. Alors, tout d'abord, la commune de Bizanet a été invitée en 2018 à participer à une réunion de travail, à l'époque. Il n'est pas venu. En 2018, oui. Je peux le certifier. La commune de Bizanet a été invitée par la mairie de Montredon, j'étais élu à l'époque. Il était invité et il n'est pas venu à cette réunion de concertation. Bon, alors, 2018, c'est 2018, il y a eu des échéances en mars 2020 qui n'ont échappé à personne, donc il serait peut-être bon, puisque le projet est relancé, que maintenant Bizanet soit invité à assister à des réunions. Alors, il y a eu une première série d'informations. S'il y a eu des loupés, c'est possible, il n'y a pas de souci. Je vais être très clair avec vous. Aujourd'hui, la commune de Bizanet n'est pas du tout impactée par le projet. Il est évident que pour ce type de projet, on est dans l'obligation de maintenir la continuité de la route, et ce sera d'ailleurs sans doute dans le phasage, c'est bien sûr. En premier, la nouvelle route sera construite, et ce n'est que après la mise en service de cette nouvelle route que les aménagements dits de la plaine seront mis en route. Ensuite, on fait de la concertation avec tous les services compétents sur la route départementale, avec le Grand Narbonne, avec le service des routes. On a même eu une réunion avec l'ASF, puisqu'il y a une étude qui va être lancée sur un éventuel accès, un échangeur des Corbières pour vérifier que le dimensionnement, les courbes de virage, etc., les pentes, soient compatibles avec la connexion vers Montredon et Narbonne. Donc ça fait partie des réunions de travail qu'on a avec les services. Bien évidemment, le président de l'SNDA peut vous recevoir pour vous détailler tous ces éléments-là, mais soyez persuadés que pour Bizanet et les Corbières en général, il n'y aura aucun impact négatif du projet sur la desserte de votre commune. Au contraire, puisque la route va être mise hors d'eau jusqu'à une crue de période de retour, plus même. C'est plus que 100 ans. Tant mieux qu'il n'y ait jamais eu d'eau. Je vous remercie pour l'information. Alors, monsieur Alex, on garde notre calme. Je crois qu'il faut rester humble par rapport à la nature. Peut-être qu'il n'y a jamais eu d'eau ici, il n'y en a jamais eu ailleurs. Monsieur le maire de Trèbes pourrait rapporter les mêmes propos qu'il y a eu sur Trèbes, que certains disent la même chose. Restons humbles, échangeons, on écoute vos idées, on écoute le projet, on essaie de répondre à vos questions. L'objectif, c'est de répondre à une situation face à une crue, en l'occurrence centenale. Il est ce qu'il est, il est apprécié plus ou moins, mais c'est le projet tel qu'on le définit aujourd'hui. Avant de... Juste 30 secondes pour finir. Comme le dit le proverbe, et je ne peux pas bien le faire, je vous remercie de me former ce soir de ce projet. Parce que jusqu'à présent, moi, je n'ai sollicité à aucune réunion, aucune. Je suis élu depuis 2020, depuis l'an 2000. Voilà, je vous remercie pour ce soir. Élu comme moi en mars 2020, donc il n'est pas tenu par l'antériorité de ce qui s'est passé en 2018. Et la municipalité nouvelle de Bizanet a besoin d'être informée. Il y a une question ici au fond et ensuite le président de la Câmara. Oui, bonjour. Alors moi, ce que j'ai beaucoup entendu ce soir, c'est parler d'urbanisme, de circulation, qui sont effectivement pas a priori des sujets qui sont dans le champ du projet. Mais est-ce que vous vous inscrivez là dans un projet global d'aménagement, qui inclurait ces autres thématiques? Moi, une des choses qui m'ont particulièrement marqué dans vos jolies vidéos, c'est notamment le secteur de Bagatelle. On sait dans le PLU de la ville de Narbonne que quand le secteur de Travik aura fini d'être aménagé, en très peu de temps,
Le prochain secteur prévu par le PLU, c'est Bagatelle. Donc a priori, de manière à peu près concomitante avec les travaux projetés, il y aura l'urbanisation tout autour de la zone non inondable en amont de votre barrage. D'autre part, il y a des petits travaux sur la rocade de Narbonne également. On s'attend à ce qu'il y ait une augmentation de trafic sur le chemin des Fours à Chaux, avec un impact, un passage au niveau du biais sous la voie ferrée. Toutes ces choses me semblent étonnamment absentes de ce débat. Donc, y a-t-il un projet global d'aménagement à proprement parler, pas simplement d'aménagement du réseau d'eau, mais d'aménagement dans le sens noble du terme et global, dans lequel vous inscrivez, ou bien est-ce que, en fait, chacun fonctionne en silo dans son coin, et puis on verra bien ce qui nous tombera dessus ensuite. Merci. Pour vous répondre sur ces deux questions, parce que je pense qu'il y a deux questions quand même distinctes sur deux secteurs. Premièrement, sur le secteur de Bagatelle, effectivement, il y a des aménagements qui sont prévus, avec, on va montrer, les dévoiements de 2 chemins communaux, parce qu'aujourd'hui, il existait des habitations sur ces secteurs-là qu'il faut continuer à les desservir. Et effectivement, dans le période actuel, il y avait des secteurs qui étaient prévus en zone A1, donc à urbaniser. Aujourd'hui, comme vous le dites, c'est une réflexion globale, puisque dans le cadre de notre projet, notamment la réflexion avec l'agence paysagère et d'urbanisme, nous avons fait des premières propositions de zones à passer en zone naturelle pour limiter l'urbanisation sur ce territoire et amener des pistes de réflexion à la commune de Narbonne. Donc je ne répondrai pas à leur place, mais le PLU va être révisé dans les prochains temps. Donc c'est des éléments que nous, on leur apportera. Donc voilà par rapport à la zone de Bagatelle. Et concernant la zone dont vous parlez, qui est à la confluence entre le REC de Véret et le REC de la Sinos, avec toute la problématique entre guillemets du pont de la SNCF. Alors déjà, il faut savoir quand même que cette zone, effectivement, c'est un carrefour hydraulique qui peut paraître problématique. Malgré tout, les sections qui sont présentes à ces endroits permettent de laisser passer un débit qui est très important. Et on est sur une zone, effectivement, qui reste problématique. Ça a été évoqué par le directeur du SNDA. Ce projet-là, c'est un projet qui a vocation à protéger un grand nombre d'enjeux, tant en termes de population que d'enjeux économiques. Malgré tout, il reste que des risques résiduels. Sur un projet de ce type, aujourd'hui, on a 10% de risques résiduels, des personnes qu'on ne peut pas protéger, des zones sur lesquelles, c'est pas qu'on ne puisse rien faire, puisqu'on va réduire les vitesses, baisser certaines hauteurs d'eau, malgré tout, on va rester dans des zones inondées. Donc sur ces zones-là, même si on porte un projet global d'aménagement, on ne pourra pas avoir d'effets positifs qui sortiront totalement, tant les enjeux économiques que habités, qu'encore même les raisons de la problématique d'inondation. Avant de vous redonner la parole, monsieur, au niveau du groupe AREC, une réaction commune. Alors moi, j'ai une question à la direction du syndicat mixte. À l'heure actuelle, votre siège va changer. Vous allez aller dans un endroit sur Narbonne qui, pour l'instant, est en partie inondable. Il va être construit après que le barrage sera fait. Vous pouvez me donner des éclaircissements sur ce projet? Bien sûr. Donc vous êtes très très bien renseigné. Effectivement, le syndicat mixte a fait le choix de la construction de bâtiments pour héberger ses bureaux, pour des soucis de réduction de ses frais de fonctionnement, notamment parce qu'aujourd'hui on paye le loyer qui est cher. Donc on a trouvé effectivement un terrain sur la commune de Narbonne. J'ai plus les surfaces en tête, mais il y a environ un tiers de la parcelle de ce terrain qui est aujourd'hui considéré en zone inondable dans le PPRI pour un niveau centenaire. Le SNDA serait très très malvenu de venir construire en zone inondable, donc le projet de siège est hors zone inondable et il se construira sans doute, si on arrive à aboutir sur notre projet, bien avant le début des travaux du REC de Véret. Et la partie aujourd'hui inondable de la parcelle, la future parcelle de l'SNDA, restera considérée inondable et il n'y aura pas de construction faite par le SNDA sur cette zone-là qui est à peu près au même niveau que le terrain de golf. Vous investissez dans un terrain où il n'y a qu'un tiers de la partie qui est constructible, vous dépensez de l'argent. Deux tiers constructibles, un tiers inondable. Et tout ça pour tous. Bien, alors, on va... Je voudrais ajouter un commentaire parce que quand on entend M. Ménassi, à juste titre, qui alerte les populations de se protéger de tous les risques, et là on voit un exemple où l'institution chargée de la prévention des risques
construit une zone inondable pour proximité. Il n'y a pas une cohérence. Et tout ça, c'est bien que c'est toujours pour 12% d'efficacité du barrage. On va construire sur une partie qui n'est pas. On va construire sur une partie qui n'est pas inondable, et je pourrais vous répondre en disant que nous faisons confiance au SMDA pour être protégés des inondations. On va conclure parce que je ne veux pas que la salle se vide petit à petit. Monsieur le Président de Monsieur le Président de la CAP, s'il vous plaît, va prendre la parole. Oui, bonsoir, de Patrick Saviles, président de la CAP de Bordeaux. Donc, je constate évidemment la consommation, encore une fois, de terres agricoles et de vignes en production qui sont manuelles à la CAP à Bordeaux. Donc, en tant que responsable de la structure économique, évidemment, la question c'est quelles vont être les mesures compensatoires qui vont être mises en place, même si c'est un peu tôt pour le savoir, mais il va falloir évidemment l'évoquer. Je ne parle pas évidemment de l'indemnisation des propriétaires fonciers, je parle au nom de la structure économique à la CAP. Et ensuite, ma question, elle est simple. Quel est l'avenir du vignoble en amont de cet ouvrage écriteur? Est-il condamné à être détruit ou pas? Puisque vous comprenez bien que dans des perspectives économiques, je dirais, à long terme, on a besoin de savoir, notamment ce vignoble qui est un vignoble AOP en structuré qualitatif, à savoir ce qu'il va devenir. Merci. Pour répondre à votre question, donc, que ce soit sur les différents secteurs, effectivement on est sur le secteur de Montredon, un secteur viticole au droit de la zone dite de la plaine. Alors il y a deux choses à évoquer, c'est l'emprise du barrage et l'emprise de la retenue à eau. L'emprise en elle-même de l'ouvrage écriteur, avec son déversoir, c'est entre 2 et 3 hectares. Effectivement, c'est une zone sur laquelle on est entre guillemets obligé de retirer la culture pour venir poser un ouvrage. Sur ces zones-là, des échanges seront engagés avec les propriétaires pour voir quelle indemnisation on arrive à trouver en termes d'accord et rémunérer de manière juste ces termes. Pour ce qui est de l'ensemble de la retenue amont, j'ai évoqué tout à l'heure une zone d'environ 25 hectares. Il faut savoir que sur cette zone-là, la culture est tout à fait possible. On est sur un secteur, en amont de l'ouvrage, qui sera 99% du temps sec. Donc ça veut dire que la culture est tout à fait possible et la vigne peut très bien persister sur ce secteur-là. Donc il n'y a aucune incompatibilité pour poursuivre des cultures. Alors aujourd'hui de la vigne, si on souhaite demain encore de la vigne, ou d'autres types de cultures en amont. Donc il y a des échanges qui seront à faire effectivement avec la profession agricole à ce niveau-là, mais tout est possible là-dessus et des échanges sont tout à fait engagés dans les prochains temps. Merci. On va prendre une dernière intervention parce qu'il est maintenant bientôt 10h15. Merci Monsieur le maire. Alors j'ai écouté tout le monde avec attention. Je ne voulais pas parler en premier mais plutôt en dernier. Moi je suis très inquiet ce soir. Je suis très inquiet pour 3 raisons. La première, c'est que je vois une salle séparée entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Je suis inquiet parce que je regarde le regard des habitants et que je vois de la souffrance, de la crainte, de la colère. Il faut l'écouter. Il ne faut pas stigmatiser. Il ne faut pas rabaisser ça. Il faut l'entendre. Et la troisième chose, je suis inquiet parce que les techniciens fassent de la technique, il n'y a aucun problème. Et que les responsables politiques ne fassent pas de la politique, ça me dérange. Faire de la politique, c'est rassembler, plutôt que de diviser. Faire de la politique, c'est comprendre les craintes, les angoisses. Madame l'a justement exprimé, le représentant des chasseurs aussi. Chacun, à sa manière, ce soir, a exprimé ce qui comptait pour lui. Alors moi, ce soir, je ne vais pas prendre position en disant une table a raison, une table a tort, ou l'inverse. Je pense qu'on a trop été dans la technique. Ce soir, des gens se sont déplacés pour être rassurés. Alors moi, je vous le dis avec honnêteté, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je suis natif d'ici et ce soir, je trouve que c'est dommage. Parce qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose.
Et en même temps, je vois deux tables où chacun a de la volonté, mais c'est pareil. Alors moi je fais un vœu clair. C'est que vous vous serriez la main après et que vous vous mettiez au travail. Parce qu'on ne peut pas dire c'est un projet d'utilité publique, d'intérêt général, et ne pas se mettre autour de la table. Et je pense que ce soir, tout le monde attend ça. Tout le monde attend ça. Se mettre au travail, se mettre d'accord. C'est compliqué, c'est difficile, mais je vous le dis clairement, si vous voulez la confiance des habitants d'ici, vous n'avez pas trop le choix. Mettez-vous au travail, et je pense que le meilleur symbole, c'est la prochaine fois que vous refaites une réunion, qu'il n'y ait qu'une seule table, que chacun fasse des compromis, que chacun fasse un pas vers l'autre, et je vous assure, ça marchera. Merci. Une réponse de Madame Arwenda. Alors, pour répondre à, je ne sais plus son prénom, Baptiste, je vous signale que nous avons une réunion avec le SMDA à partir du 19 octobre, après la concertation citoyenne. De travail. Oui, moi je vais quand même rajouter quelque chose, puisque les politiques sont interpellés. Essayer de sortir de votre esprit que le politique n'est pas attentif à la situation des habitants sur son territoire. Essayez de sortir de votre esprit que les politiques ne sont pas responsables. Essayez de sortir de votre esprit aussi que nous avons une seule vision des choses et que nous vous présentons aujourd'hui un seul projet sorti comme ça de chapeau. Sortez-vous de votre esprit qu'on n'a pas été attentif et qu'on ne vous a pas écouté. Intégrez par contre que nous sommes responsables, nous écoutons les populations, nous écoutons nos techniciens qui ont travaillé sur des dizaines de projets et aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, on doit répondre à une protection des populations par rapport à une occurrence centenale. On a parlé de superficie, on a parlé d'ouvrages, ça a été dit tout à l'heure, les 4 ouvrages qui nous ont été présentés, que vous l'acceptiez ou pas, sont malheureusement indissociables du projet pour arriver à cette protection. Et on se servera la paluche tout à l'heure. Allez, messieurs, dames, une dernière intervention. Alors moi, Monsieur Possiello, en tant qu'ancien élu, je trouve lamentable de dénigrer le travail d'un élu qui va mettre en place une convention citoyenne et alors que vous prendrez la décision. C'est faire travailler des élus pour rien. Bien. On ne vous a pas dit aujourd'hui la décision qui sera prise, mais nous vous donnons le fonctionnement. Ce sont les élus. Alors, mes chers amis, je pense que tout le monde a forgé ce soir une opinion sur le projet. Parlez-en autour de vous, rentrez chez vous dans le calme et la sérénité. Et nous vous attendons le 17 octobre à partir de 10h dans cette pièce pour vous exprimer dans le secret de l'isoloir. Je vous remercie de votre venue. Bonne soirée.